Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Pendant 60 minutes, on va passer l'actualité de la semaine en revue. Alors évidemment, cette semaine, on va parler de climat, on va parler de déchets, de piétons et du Rwanda. Pour en parler, 4 experts, dont 3. Tout d'abord, Nadia Geertz, professeure et autrice de L'après-midi sera courte. Bonjour. Bonjour. Aurore Pénois, journaliste à Vivre ici. Bonjour. Karim Fadoul, journaliste à l'RTBF. Bonjour. Bonjour, Jacques. Et Sylvie Losberg, historienne et présidente du Conseil des femmes. Bonjour. Les semaines se suivent et se ressemblent donc. Pour la 12e fois, les jeunes étaient dans la rue pour manifester. C'était jeudi. Ils étaient moins nombreux, certes, mais il y avait des agriculteurs en plus qui les avaient rejoints, ainsi que David Courrier et Nicolas Skenartz. Ils sont là comme chaque jeudi, les étudiants, mais cette fois en rang serré, 500 à la grosse louche. La circulation automobile est à peine interrompue, une 12e édition qui ressemble presque à un pétard mouillé. C'est normal qu'après un certain temps, le mouvement s'essouffle un petit peu au niveau du nombre de personnes qui viennent dans les rues. Dans les mentalités, je pense que les gens sont vraiment toujours aussi motivés, mais se déplacer, prendre le train, faire des longs trajets jusque dans les villes, ça devient peut-être compliqué sur une longue distance. Il faut dire aussi que les vacances de Pâques approchent et puis surtout le rejet de la loi climat en a découragé plus d'un. Et si l'espoir alors venait d'ailleurs, des agriculteurs descendus à Bruxelles aujourd'hui pour soutenir les jeunes, car pour eux aussi le bonheur n'est plus vraiment dans le pré. Ils sont directement impactés par les changements climatiques, mais ils sont aussi porteurs de solutions. Donc c'est ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui. Ils maintiennent les paysages, la biodiversité, les prairies sont puits de carbone, et donc tous les citoyens doivent le savoir. Sauf qu'en matière de pollution, les agriculteurs sont souvent pointés du doigt, notamment pour l'usage des pesticides et des produits toxiques. Les produits toxiques, oui, peut-être, mais enfin bon, voilà. Nous, on est ouverts au débat. On a quand même réduit depuis de nombreuses années de 30% notre emploi de pesticides. Et je crois que demain, si la science nous aide, on peut être encore plus performant et plus naturel. C'est ce qu'on cherche. Un naturel qui reviendra sans doute au galop avec l'aide de la science, mais surtout du monde politique. Tout comme les défenseurs du climat, déçus depuis la semaine dernière, les agriculteurs se sentent aujourd'hui bien seuls. Alors Nadia Geertz, est-ce que ce mouvement s'essouffle après 12 éditions ? Oui, visiblement, et en même temps, je trouve ça effectivement assez compréhensible. D'une part, parce qu'on parle quand même de manifestations étudiantes et que donc on arrive quand même tout doucement à une période un petit peu sensible pour les jeunes. Et puis aussi parce qu'il me semble que le mouvement ne devait pas pour moi être destiné à durer. Et moi, je voyais ça vraiment comme une initiative faisant office de lanceur d'alerte, en quelque sorte, de dire attention, les politiques, saisissez-vous de cette question. C'est une question importante et urgente. Et donc, il n'est pas normal qu'après 12 semaines, on en soit toujours à descendre dans la rue pour demander la même chose. Enfin, normalement, le relais aurait dû être pris, me semble-t-il, et malheureusement, c'est ça le pétard mouillé. Le relais n'a pas été pris. Le relais n'a pas été pris, non, pas du tout. Aurore Pénois. Mais c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Peut-être que ça va donner conscience à tous ces jeunes que maintenant, la rue, c'est fait, ils ont réussi à un certain moment. Il faut passer à l'étape suivante. Les élections arrivent. C'est peut-être justement sortir de la rue pour rentrer plus en contact justement avec toutes ces personnes qui sont sur les listes en ce moment et essayer d'agir pour les prochaines élections et du coup les prochains gouvernements. Karim Fadoul. Ça dépend. Enfin, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est de se dire la mobilisation continue. Alors certes, en termes de participation, c'est pas aussi gigantesque que ce qu'on a pu avoir certains jeudis. Ou alors le verre à moitié plein en se disant effectivement 500 participants selon la police, 1200 selon les organisateurs. C'est pas autant. Mais en même temps, on arrive peut-être maintenant à une période charnière. Il y a les élections qui arrivent dans quelques semaines. Peut-être que le mouvement va reprendre de la vigueur parce que justement ce thème va revenir au centre des débats. Avec d'autres thèmes, mais celui-là, on se rend bien compte qu'il sera l'un des principaux. Et donc peut-être qu'on va voir à un moment donné des jeunes ressortir à nouveau dans la rue et se mobiliser encore plus pour le climat. Sylvie Losberg. Mais je trouve intéressant qu'on a les jeunes, la société civile et les agriculteurs. On a déjà ici une autre dimension. Sur la question du rejet de la loi climat, moi je pense que finalement cette mécanique institutionnelle met plutôt en évidence le fait qu'on n'arrive pas à faire des accords entre les différentes entités, qu'utiliser la Constitution comme on a voulu le faire, pour moi c'était un peu un bazooka pour quelque chose qui finalement va rester en haut de la pile. Donc sur la forme c'était très compliqué, je ne pense pas que c'est perdu, je pense que ça va revenir dans le pipeline des partis et des programmes de gouvernement. Parce que sur le fond, je pense qu'on ne pourra plus faire l'économie de ce débat. Donc je pense qu'ils ont gagné la partie. Maintenant, il va falloir assurer le suivi. Et ce débat, on va pouvoir le poursuivre ici avec nos deux invités.
Et quand je dis on va le poursuivre, on va vraiment le poursuivre, puisqu'on a ici Yuna Maret, qui est étudiante, qui a 17 ans, qui est étudiante à l'école Ma Campagne, si je ne m'abuse, voilà, et qui est membre de Génération Climat, et qu'on a déjà vu souvent à la fois dans la rue et sur les plateaux de BX1 pour parler de ce mouvement. Et à ses côtés, Georges-Louis Boucher, qui est délégué général du MR et qui est candidat aux élections régionales wallonnes, fédérales, pardon, mais en Wallonie, dans le Hainaut, mais qui a accepté d'être à nos côtés aujourd'hui pour vous porter finalement la contradiction et d'avoir donc à la fois une étudiante et un responsable politique, et de voir comment ce dialogue peut fonctionner. Et donc, on va d'abord commencer par le politique et on va lui demander si pour lui le mouvement s'essouffle ou pas. Je crois que c'est pas l'objet nécessairement de la question. Quand on a eu l'objet de ma question. Oui, mais ce sera l'objet de ma réponse. Voilà, oui, merci. C'est qu'en fait, quand on a 12 jeudis consécutifs et qu'il y a eu autant de gens, je crois que le signal, il est clair. Alors maintenant, s'il y a des gens éventuellement qui s'opposent au mouvement ou qui étaient sceptiques ou autres, ils vont peut-être essayer de profiter, de voir qu'il y a des courbes descendantes. C'est un phénomène humain et naturel. On ne peut pas demander qu'il y ait 35 000 personnes dans les rues pendant un an sans discontinuer. Le signal a été envoyé. Et donc, je l'ai entendu tout à l'heure de la part d'une des personnes qui s'est déjà exprimée. Je pense que maintenant, justement, il faut aller sur l'aspect solution. La mobilisation a été faite. Les solutions peuvent venir de différents endroits. Je pense que la première responsabilité, c'est vrai, elle est politique, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi intervenir dans ce débat. Également les jeunes, c'est une façon aussi de les respecter, de les prendre au sérieux. Il y a une différence entre dire amener la solution comme s'ils étaient contraints de le faire, mais de l'autre côté aussi pouvoir les écouter en disant si vous en avez, participez aussi au débat public. Eh bien, on va en profiter pour l'écouter. D'abord, sur la question de cet essoufflement ou non, est-ce que ça vous inquiète, Yuna ? Moi, ça ne m'inquiète pas, parce que je pense que historiquement, dans tout mouvement social, il y a toujours eu des moments plus creux. Et puis là, il y a plein de facteurs, je pense, qui jouent. Le fait qu'on approche de plus en plus d'examens, ça fait effectivement, c'était la 13e semaine, on était dans la rue, voilà, du côté des parents, des écoles, ça devient de plus en plus compliqué. Donc je pense que la motivation est toujours là, et on l'entendait d'ailleurs dans le petit reportage que vous avez passé, notre envie est toujours là. Après, ça a été dit de nouveau, je crois que le message, après 13 semaines, en tout cas j'espère, a été passé. On est de plus en plus en train de réfléchir aussi, en final, à l'avenir du mouvement. Maintenant que le mouvement est là, que c'est un mouvement fort et solide, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement? Comment on peut le modifier et justement, profitez-en, vous avez à côté de vous quelqu'un qui est porte-parole pour le MR. Alors, qu'est-ce que vous lui demandez, par exemple, après ces 12 semaines, après ce qui s'est passé à la Chambre ces dernières semaines? Mais voilà, je vous laisse la réponse. Voilà, on va quand même laisser. Est-ce que vos demandes aujourd'hui sont différentes de celles du premier jour des manifestations? Je pense que la grosse demande, elle est la même depuis la première manifestation. C'est, au final, vous êtes politique, donc vous avez des manettes en main que nous, on n'a pas. Nous, on a 17 ans, on n'est pas diplômés, vous êtes des experts. Donc la demande concrète, ce serait en fait, reprenez ce pouvoir et jouez les cartes d'une meilleure manière pour nous assurer un avenir à nous et aux générations à venir. Donc c'est tout simplement de dire les politiques, ils sont dans une position que nous, on n'est pas dans cette position. Eux peuvent prendre des décisions. Donc si on suit le principe de démocratie, c'est un minimum, suivez ce que les citoyens veulent et demandent. Est-ce qu'il faut vraiment, moi, une question alors que je poserais, c'est est-ce qu'il faut vraiment attendre qu'il y ait des votes tous les 5-6 ans avant de prendre des grosses décisions? Moi, je pense pas et j'espère pas en tout cas. Donc notre demande, ce serait prenez des décisions maintenant, parce que c'est déjà trop tard pour se dire on va attendre que... Alors justement, qu'est-ce que vous répondez à ça, Georges-Louis Boucher? Parce que tout à l'heure, vous disiez, oui, mais on attend des idées de la part des jeunes. Est-ce qu'il y a des idées chez vous aussi? J'ai pas dit ça, je dis que tout le monde doit se sentir légitime à pouvoir participer à ce débat. Oui. C'est ça l'objet du propos. Oui. J'ai bien dit que la première responsabilité, c'est la nôtre. Et je tiens quand même à dire, et ça c'est vrai que c'était assez inaudible ces dernières semaines, mais que beaucoup de décisions ont déjà été prises avant ces manifestations. Quand par exemple, nous avons les éoliennes offshore qui ont la même
capacité énergétique. C'est le discours qui était tenu dans tous les débats. Je sais, mais on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. On ne le nie pas, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a toute une série de dispositions sur lesquelles nous travaillons déjà. Par exemple, sur la réduction et l'éradication du plastique, particulièrement à usage unique. Il y a eu des actions qui ont été menées dans des conseils communaux, à Bruxelles, en Wallonie, des actions qui sont menées aussi au niveau des régions. Le deuxième axe, il faudra absolument travailler sur l'agroalimentaire. Nous avons une industrie agroalimentaire qui gaspille beaucoup d'alimentation et qui, dans sa production, est une atteinte trop souvent à l'environnement. Des agriculteurs étaient présents. C'est d'ailleurs intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Et enfin, le dernier aspect, il y a toute une série de propositions, puisque nous sommes en campagne électorale, venant des différents partis, sur la mobilité, sur le logement. Je parle de ces deux aspects. Pourquoi? Parce que ce sont les deux secteurs dans lesquels les émissions de CO2 ont continué à augmenter ces dernières années, alors que sur les autres secteurs, ça avait une tendance à diminuer. Donc, et donc moins là, il y a de toute voitures une série... et plus d'isolation des bâtiments? L'isolation, ça c'est fondamental. La manière dont on produit l'énergie, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et au niveau des voitures, je voudrais juste dire un mot. Je crois qu'il faut arrêter ce débat un peu stérile d'essayer d'opposer des modes de transport à d'autres. Ce qu'il faut, c'est permettre plus de flexibilité pour qu'un usager choisisse le mode de transport qui lui est plus adapté. On aura toujours besoin de voitures. Il faut des voitures plus propres, mais il faut surtout, et je vous donne un chiffre, 60% à l'heure actuelle de nos déplacements en voiture, ce sont des déplacements inférieurs à 5 km. Ça veut dire qu'on pourrait les faire à pied, quand on a un peu de temps, en trottinette, en vélo, en transport en commun. À Bruxelles, on en fait déjà beaucoup à pied. À Bruxelles, oui. Et justement, la question de la Wallonie serait aussi intéressante dans ce genre de débat, parce que si on veut que les gens utilisent plus les transports en commun, la concentration urbaine sera un enjeu. Plus on a un étalement urbain, plus c'est compliqué d'avoir un réseau de transport en commun. Yona Maret, vous avez entendu quelques propositions. Est-ce que ça vous satisfait, ce genre de propositions? Oui et non. Donc, alors dites-nous d'abord qu'est-ce qui vous satisfait et qu'est-ce qui vous satisfait pas. Mais du coup, le verre, je le vois plutôt la partie vide. Oui. Donc oui, il y a énormément qui a été déjà fait. Peut-être pas assez, ça c'est je pense encore un autre débat. En tout cas, il y a des choses qui ont été faites. Charles Michel dira ça n'a pas été assez communiqué. Moi, je dirais en fait concrètement les effets c'est parce qu'ils sont pas là. Du coup, c'est peut-être pour ça que nous on l'entend pas assez. Par rapport au transport, isolation des maisons, des logements. Nous, c'est quelque chose, moi, c'est quelque chose qui me pose énormément de questions. C'est parce que pour moi, et Génération Climat, c'est une des valeurs qu'on porte, c'est la justice sociale. Pour nous, la justice sociale peut pas être dissociable de la justice climatique. Et donc, dire une des solutions, c'est de demander aux citoyens d'isoler leur toiture. Pour moi, c'est pas une solution parce que qui va débourser ces isolements? Ça va être les citoyens. Si ça se fait à l'aide de primes, par exemple? Si ça se fait à l'aide de primes, ça c'est discutable. Mais je pense que dans toutes les solutions qui sont présentées aujourd'hui ou qui sont discutées, il faudra mettre des conditions claires, qui soient transparentes, pour pas que justement les citoyens en prennent plein la gueule, parce que des mesures individuelles infantilisantes, paternaliste. Je pense que ça a été fait énormément, ça a été fait depuis des années et on voit qu'on a échoué. Donc je pense qu'il faut sortir de ce discours de dire c'est aux individus de faire le pas. Donc oui, évidemment, il y a un éveil des consciences. Les individus vont à un moment ou à un autre devoir aussi faire des concessions, mais je crois que ça doit partir du pouvoir d'abord et puis ça doit suivre dans les individus. C'est une vision très verticale de la politique, vous. Karim Fadoul. J'étais sur le site du MR, donc il y a un petit onglet environnement, en dessous de votre slogan de campagne avec le MR, c'est possible. Donc, visiblement, c'est possible aussi d'apporter des solutions en matière de climat. Et puis il y a une mesure, les mesures ne sont pas non plus révolutionnaires, c'est renforcer les choses qui existent déjà, grosso modo. Mais il y a une mesure qui m'a semblé assez innovante et je me dis comment allez-vous quand même la mettre en place? C'est vous souhaitez lutter contre l'obsolescence programmée. Donc en gros, c'est vous achetez un téléviseur et en gros, il est fait pour durer 2-3 ans et après vous le jetez à la poubelle pour aller en racheter un autre. L'idée, c'est de pouvoir garder son téléviseur plus longtemps. Et vous comptez obliger la mise à disposition des pièces de rechange par le fabricant pendant un temps minimum à un prix proportionné. Comment le MR ou n'importe quel gouvernement va pouvoir obliger les fabricants des Samsung, des Apple, des Huawei de mettre en place ce type de dispositif? Alors, il y a deux niveaux par rapport à ça. Et ça, en plus, c'est plutôt européen, ça, comme obligation. Mais bien sûr. Mais de toute façon, celui qui pense qu'on arrivera à résoudre tous nos défis en matière sociaux, les défis sociaux, les défis en matière de la fiscalité ou des défis en matière climatique, si on ne le fait pas au niveau européen, il se leurre complètement. Donc, effectivement, le but, c'est de porter ces mesures au niveau européen. Mais déjà au niveau belge, et vous devez le savoir, la plupart des réglementations de protection
protection du consommateur, parce que c'est via la protection du consommateur que l'on peut introduire de telles règles. Se fait déjà au niveau européen. Donc nous allons porter ça. La vraie question est de se dire, si on n'obtient pas une majorité au niveau européen, est-ce qu'on le fait dans notre pays? Oui, nous avons l'ambition, à tout le moins, de réunir un groupe de pays qui seraient volontaires en la matière. La France, par exemple, a déjà montré son ambition. Charles Michel était encore cette semaine avec les représentants du Benelux. Si nous avons un groupe de pays suffisamment significatif, nous pourrions déjà avancer avec ce groupe sur cette question. Il y a beaucoup de si. Donc c'est quoi votre échéancier? L'échéancier, c'est de pouvoir agir immédiatement si nous pouvons le faire. Donc déjà maintenant, immédiatement, c'est très bien que c'est pas possible. Non, mais en tout cas, d'agir, le résultat, nous ne savons pas quand nous l'aurons. Mais je vais vous donner un autre élément dans le même ordre d'idées dont on ne parle jamais. Moi, je suis tout à fait conscient qu'on doit agir au niveau belge sans nécessairement se dire les autres ne le font pas. On est bien d'accord. Mais à l'heure actuelle, puisque nous parlons de défis qui nous dépassent, à l'heure actuelle, il y a 320 millions d'Indiens qui n'ont pas l'électricité. Si ces gens ont l'électricité demain, je peux vous dire que, et je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il n'y aurait pas droit, je peux vous dire qu'on peut faire tous les efforts qu'on veut en Belgique sur l'échelle globale et mondiale de l'impact sur l'environnement. Ça ne servira pas à grand-chose. Ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'efforts. Ça ne veut pas dire que ça veut dire que nous devons faire des efforts, mais ça veut dire que le problème est bien plus complexe que de considérer que nous, depuis notre petite Belgique, nous pourrions y arriver. Global, acte local. Mais... Eh bien, et je réponds justement à la question de M. Fadoul. Si on ne le fait pas déjà au niveau minimum européen, il ne faudra pas se leurrer d'avoir des résultats à un niveau mondial. Sylvie Losberg. Oui, moi, je voudrais un peu positiver le débat parce que ce que j'entends, c'est quand même que si on est proche des citoyens, la justice sociale au niveau, par exemple, de l'isolation des maisons, qui est un gros problème, si on est proche des citoyens en les aidant à ne pas être pris dans cette obsolescence programmée, on peut créer, je pense, des mesures qui sont à la fois bonne pour le climat, donc bonne pour l'environnement en général, mais aussi bonne pour les gens là où ils vivent avec les problèmes auxquels ils se trouvent. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, au lieu d'être finalement dans cette logique à moitié plein, à moitié vide, c'est pour, c'est contre. Je crois que c'est un enjeu tellement planétaire et en même temps tellement personnel. On est tous impactés par les effets négatifs de ces problèmes climatiques. Il faut vraiment trouver, je pense, quelque chose qui traverse les lignes, qu'elles soient politiques, société civile ou autre. Et je crois que c'est important que quand on aborde cette question, on l'aborde de manière constructive, positive, dans l'intérêt de tous, et pas dans une forme de confrontation. Yona Maret, vous avez eu l'occasion de rencontrer des jeunes des autres pays pour voir s'ils étaient sur la même longueur d'onde que vous? Oui, tout à fait. Donc, j'ai notamment rencontré des jeunes activistes français et anglais, avec qui on a pu discuter en fait du mouvement, qui avaient la même volonté que nous, c'était que en fait leur pays soit un des leaders dans on pourrait parler de transition, changement, n'importe le mot, que en fait le pays montre l'exemple. Et puis en fait c'est un discours que j'ai tenu aussi avec une jeune Pakistanaise, qui est étonnant parce qu'elle m'a dit, mais en fait, le Pakistan, au niveau économique, au niveau de la production, on n'est pas énorme, mais si déjà nous, on montrait l'exemple, je pense que ça pourrait avoir un impact. Donc ça revient sur le discours de dire, finalement, si au niveau européen, il n'y a rien qui est pris, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas de le faire en Belgique? Moi, je pense qu'il y a toujours... Dans ce combat, le premier qui va faire un pas, ça va être le perdant. Parce que ça va être le premier à prendre des risques, parce que ça va être le premier à investir massivement et peut-être du coup faire des pertes. Ça va aussi, historiquement, du coup, être peut-être le premier qui va pouvoir montrer l'exemple aux autres et dire, tiens, c'est faisable. D'où l'importance, je pense, de pouvoir se dire, tiens, la Belgique, on est un petit pays, au niveau européen et mondial, on ne représente pas grand-chose, mais si nous, on montre l'exemple, on pourra prendre tous les mérites dans 15 ans, mais d'ici là, on va s'en prendre plein la gueule parce que ça va être compliqué, parce que on va traverser par des phases économiques et sociales qui vont pas être faciles, mais au moment où on l'aura fait, on sera dans les premiers à l'avoir fait. Alors je vous propose de regarder ce deuxième reportage sur une actualité de la semaine. C'est toujours dans ce dossier de transition écologique, c'est le tri des déchets. Alors on est généralement très fiers d'être à la pointe du tri des déchets à Bruxelles, et parfois il y a quand même des couacs. Reportage Camille Tanquin et Marjorie Fellinger. Des poubelles remplies de déchets devant une grande surface à Etterbeek. Jusque-là, rien d'anormal, sauf qu'en y regardant de plus près, ces déchets ne sont pas triés. Pourtant, c'est obligatoire depuis 2014. Chez Deleuze, on assure qu'il s'agit d'une exception. Tous les magasins Deleuze ont des règles à respecter en matière de tri des déchets. On ne comprend pas ce qu'il s'est passé dans cette enseigne. Nous allons étudier le cas et tout faire pour que cela n'arrive pas une deuxième fois. Des sanctions sont prévues pour les commerces qui ne respectent pas le tri. Près de 350 amendes ont été infligées en 2018 pour un montant allant de 50
à 62 500 €. Chez les professionnels, les règles sont les mêmes que chez les habitants. Donc le tri est obligatoire, que ce soit les emballages PMC, les papiers cartons, le verre, les déchets de jardin ou les déchets chimiques. Il y a plusieurs organismes qui peuvent contrôler le mauvais tri ou l'absence de tri des privés, mais aussi des professionnels. Bruxelles Propreté, bien sûr, Bruxelles Environnement, la police et les communes. Nous nous sommes rendus dans une autre enseigne pour voir comment les déchets sont triés. Dans ce magasin, tout le monde participe au tri. Comment ça se passe? Ma collègue ici, par exemple, revient du rayon. Elle a ramassé tous les cartons et tous les plastiques qui se trouvent dans les rayons. Et maintenant, dans le transit, dans la zone de stockage, on essaie de recycler par carton, par plastique et par déchets, par catégorie de déchets en fait. Les employés consacrent quotidiennement plusieurs heures à trier tous ces déchets. Chaque jour, une dizaine de chariots comme ceux-ci sont envoyés dans les centres de recyclage. Alors, Aurore Pénois, il faut quand même toujours bien surveiller ce qui est fait en matière de tri, parce que manifestement... Oui, parce qu'en plus, Deleuze, apparemment, n'a toujours pas compris depuis sa dernière campagne avec ses petits machins emballés dans des parpillés séparés. Donc désormais, coup de bambou numéro 2, on tombe dessus. Alors, on parle de Deleuze, effectivement, il n'y a pas que... c'est pas parce qu'il quitte Bruxelles non plus. Oui, c'est peut-être ça en fait. Mais non, plus sérieusement. Petite vengeance. Oui, le tri des déchets, c'est toujours pas réglé. Contrairement à ce qu'on dit, si vous vous baladez dans les petits commerces de quartier, il est toujours tout à fait possible de partir avec son sac en plastique qui est pourtant interdit depuis perpète. Donc oui, il y a énormément à faire encore. Alors on met beaucoup en avant le fait que la Belgique est un super pays en termes de tri, recyclage et autres. Je vous invite à lire une superbe enquête qui est publiée ce mois-ci dans Médor, justement sur les déchets, la manière dont les intercommunales et autres trient. C'est assez éloquent et je pense qu'en fait on est très loin quand même, mine de rien. Oui, Georges-Louis Boucher, vous me disiez tout à l'heure en coulisses qu'en Wallonie, on n'était pas si mauvais que ça en matière de tri. Mais franchement, moi je suis assez surpris, mais je ne veux pas casser l'euphorie des Bruxellois qui me font le plaisir de m'accueillir. Mais dans ma région, en tous les cas, pour la zone de Mons-Borinage, ça fait 25 ans que de tels tri existent. On va de plus en plus loin. Par exemple, pour les PMC, mais maintenant on peut aller plus loin dans le type de plastique qui sont recyclés. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu tardif peut-être à Bruxelles, mais même chose d'ailleurs pour la suppression des sacs plastiques où le gouvernement wallon a déjà agi il y a plusieurs années, et on voit qu'avec le temps, en général, maintenant ça ne viendrait plus à l'idée de personne, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on le fait au début, on a l'impression que c'est une catastrophe. Moi je me souviens quand on a installé ça dans ma région, c'était terrible, comment on allait faire. Maintenant il ne viendrait plus à l'idée de personne de ne pas trier, de ne pas avoir 2-3 poubelles devant lui pour dire selon le type de déchets en fait. Donc c'est vraiment une question de changer les habitudes. Souvent on s'est moqué des jeunes étudiants qui se manifestaient parce qu'ils se baladaient avec des canettes ou autres. Est-ce qu'il faut être exemplaire quand on manifeste, Yona? Exemplaire, je sais pas. En tout cas, il faut être un minimum cohérent avec les propos, le message qu'on essaie de faire passer. D'ailleurs, je vous invite une fois à regarder un peu dans le cortège des mobilisations. Il y a beaucoup de personnes même qui se baladent avec des sacs poubelles pour justement ramasser les déchets par où on passe. Et alors au niveau du petit reportage, moi à Bruxelles on est très à la traîne. Mais alors moi il y a une question que je me posais aussi, est-ce qu'on peut encore parler de tri des déchets plutôt que de récupération? On sait qu'on a un système économique qui est très très linéaire, surtout dans les grosses villes. Est-ce qu'on ne devrait pas passer à un système qui est plus circulaire? Ça c'est de nouveau une question que je pourrais poser à nos politiciens, c'est de se dire tiens, est-ce qu'on ne rentrerait pas dans une optique de récupération des déchets pour qu'il n'y en ait pas qui s'échappent de notre système, et que encore là ça aurait un vrai impact sur nos émissions et sur l'environnement. La réponse à cette question? Oui, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, il y a au niveau aussi du gouvernement wallon, et j'insiste quand même là-dessus, c'est aussi intéressant parfois de comparer, la Wallonie sera la seule région du pays à atteindre ses objectifs de réduction de CO2 à l'horizon 2020 à l'heure actuelle. La Flandre est très à la traîne, Bruxelles n'y arrivera pas. Et donc, ça montre aussi que c'est faisable malgré tout. Mais en tous les cas, du côté wallon, les régions sont différentes. Les structures des régions sont différentes. Les évolutions... à Bruxelles, ça passait pas. Oui, non, mais je pense aussi qu'il y a une question de volonté politique. Par exemple, Bruxelles a un grand avantage sur la Wallonie, c'est justement sa concentration urbaine qui permet de recourir beaucoup plus facilement au transport en commun. Quand vous avez un territoire aussi étendu que la Wallonie, c'est très difficile d'avoir des lignes de bus qui soient efficaces au fin fond du Luxembourg, par exemple, pour les gens qui doivent travailler. Mais pour répondre directement à votre question, effectivement, la Wallonie veut être en pointe sur les questions d'économie circulaire, et donc nous travaillons par exemple sur une intercommunale qui s'appelle l'IDA,
IGA, nous travaillons à l'heure actuelle à utiliser les déchets de certains types d'entreprises comme des combustibles ou des matériaux qui peuvent servir à d'autres entreprises. Et donc ça, c'est véritablement un élément d'avenir. Ça rejoint un petit peu, mais pour les industries, l'histoire de l'obsolescence programmée. On a un problème, c'est qu'on jette trop. On jette trop vite et on ne pense pas à la récupération. Et surtout que souvent, il y avait l'idée de dire il faut acheter du neuf parce que ça fait tourner l'économie. Mais si vous réutilisez des déchets, vous refaites du neuf, mais avec du vieux. Et donc, c'est à la fois écologique et également économique. Pour répondre à votre exemple, cette semaine, on a montré un reportage qui était intéressant sur des récupérations de bouts de chantier pour en faire des briques. C'est à Bruxelles que ça se fait. Et aussi récupération de l'eau des chantiers pour en faire aussi de l'eau qu'on utilise par ailleurs, notamment pour Manneken Pis. Nadia Geerts, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire trois choses, en fait. D'abord, par rapport à la question sur l'exemplarité des jeunes. Moi, je voudrais quand même dire, pour rejoindre un peu ce que Sylvie Leusberg disait tantôt, il faut être positif. Et moi, je trouve que, quand même, les jeunes aujourd'hui, je trouve qu'ils sont quand même vachement plus conscientisés que nous ne l'étions. Je veux dire, moi, je me souviens que quand j'avais 15 ans et que ma mère m'obligeait à prendre une gourde, je trouvais ça d'une ringardise absolue. La boîte à tartines, c'était la honte. Aujourd'hui, tous mes étudiants, ou presque, ont une gourde, ont une boîte à tartines, j'ai appris hier l'existence de sacs en tissu permettant d'emballer des aliments. J'ai découvert ça avec grand intérêt. Donc, je pense qu'il faut arrêter à un moment donné de dire oui, ils sont là avec leur GSM, machin, ils consomment, ils ne se rendent pas compte, et en fait, c'est trop facile d'être dans la rue, C'est une attitude de vieux con, ça. Oui, un peu quand même, oui, je pense. Je pense que chacun fait ce qu'il peut aussi. Je pense qu'on ne peut pas être exemplaire en tout. Donc je crois que ce qui est important, c'est que chacun prenne conscience du problème et puis fasse ce qu'il peut à son échelle. Et on ne peut pas être exemplaire sur tout, ça me paraît évident. La deuxième chose que je voulais dire par rapport au ramassage et au tri des déchets, c'est quand même que moi, je suis quand même effarée de voir que de temps en temps dans ma rue, il arrive encore que les camions poubelles embarquent ensemble des sacs bleus et des sacs blancs, ou des sacs jaunes et des sacs blancs. Alors on se dit, ça c'est quand même un message aux citoyens qui est catastrophique, parce que nous on fait l'effort, on fait le tri, et puis on se dit voilà, et tout ça est broyé dans le même camion. Troisième chose, dernière chose par rapport au recyclage dans les magasins cette fois-ci. Moi, il m'arrive quand même assez souvent d'être aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas, ils ont instauré une consigne sur les bouteilles en plastique. Je trouve ça génial. Je veux dire, ça aussi, c'est un incitant, c'est positif, ça ne coûte rien. Il suffit de ramener sa bouteille, on reçoit on a une idée pour la Wallonie. Mais pourquoi ne fait-on pas ça ici? On a longuement débattu pour les canettes, figurez-vous. Oui, c'est vrai. Ça se fait en Allemagne. Les communes pilotes sont en Wallonie, justement, mais ça ne marche pas si bien que ça. Mais ça pourrait être une idée. Mais ça ne marche pas justement parce qu'à un moment donné, c'est juste passer le pas du changement d'habitude. Si vous le faites à petite échelle, sans contrainte ou sans incitant, qui est suffisamment significatif, mais oui, il ne se passera rien parce que c'est vrai que là, si vous me dites maintenant, on va commencer à recycler les canettes, vous vous dites, je bois tellement de canettes sur une semaine ou quoi, comment je vais faire? Mais puis à la fin, si on sait, peut-être en boire moins, ça je suis d'accord avec vous, même si le métal se récupère quand même beaucoup plus facilement. Mais à ce moment-là, vous vous dites, voilà, je vais prendre une habitude, je les rangerai dans un endroit particulier, j'irai les utiliser. Donc c'est vraiment passer le pas. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a toute une série de choses qu'on peut faire pour l'environnement qui ne va pas nécessairement être trop lourde en matière d'habitude de vie. Alors Sylvie Leusberg va absolument dire un mot et Yuna va conclure. Oui, une petite chose. C'est clair que le plastique, c'est vraiment le polluant majeur au niveau des déchets. Il y a une usine en Bretagne qui fait du plastique avec des algues et qui fait toutes les sortes de plastique. Mais ce gars, il n'arrive pas à développer de manière plus générale son produit. Alors ça pourrait éradiquer le plastique, le continent de plastique. Je pense qu'on doit aussi se tourner vers des gens qui ont vraiment des aptitudes et des innovations comme celle-là. Ça peut vraiment révolutionner les choses et ça veut dire qu'on n'aura plus ces boîtes en plastique, ces sachets en plastique, on aura d'autres emballages qui seront biodégradables, tout à fait. Non, pas biodégradables. Alors Yuna m'arrête. Oui, moi je voulais juste ajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense que justement le citoyen, le consommateur aujourd'hui, il est demandeur d'autres choses. Il est prêt, je pense, à passer le pas et à changer. Moi c'est quelque chose que j'ai observé ces derniers mois, ces dernières années. C'est vraiment un éveil des consciences générales. Je pense qu'aujourd'hui on est de plus en plus conscient justement de notre impact, de notre mode de vie sur notre environnement, et donc on est demandeur d'autres choses, on est demandeur d'un autre avenir. Donc je crois que passer le pas, on est prêt à le faire. On demande juste
on attend en fait, il faut qu'ils soient encouragés d'une manière ou d'une autre. Et là, ça peut devenir des politiques, des industriels, des citoyens eux-mêmes, mais on attend qu'il y ait quelque chose qui bouge et qu'on puisse commencer à changer, à vivre de manière différente, mais généralisée. Alors, je vous propose de passer à un autre chapitre de notre émission, parler un peu des élections, parce qu'elles s'approchent quand même. Et je voulais vous montrer peut-être, oui, le PS a lancé une campagne pour les jeunes, qui s'adresse vraiment aux jeunes. Et c'est sans doute pas innocent par rapport aux manifs pour le climat. Ça s'appelle pst.be, donc ps puis st.be. C'est destiné aux jeunes, en tout cas ceux qui votent. On va voir à quoi ressemble ce site. C'est avec des thématiques rien que pour les jeunes, des dessins très BD, manga. Et j'ai choisi le chapitre cannabis parce qu'on sait que ça intéresse les jeunes au PS. Il y a le climat, le cannabis, les études, le logement et l'emploi, voilà tous les thèmes. Ouais, mais aussi, ceci dit, le cannabis. Oui, parce que les jeunes maires ont demandé. Je ne dis pas le contraire, je dis que là, c'est pour la campagne, en tout cas. L'animement pour Georges-Louis Boucher, est-ce que c'est ce genre de campagne que vous pourriez faire aussi au MR, par exemple ? Franchement, c'est vrai que j'ai pas une réputation d'être ami avec le PS, mais je vous jure, je vais essayer d'être très objectif. En termes de communication, je trouve qu'il y avait moyen certainement de choisir un autre nom de domaine. Et même, vous venez de montrer le graphique. Moi, je vous le dis très clairement, et je l'ai fait in tempore non suspecto, comme on dit. Lors de la campagne communale, j'ai adressé un courrier à tous les primo-votants. Et j'avais une règle, c'était de m'adresser à eux comme si je m'adressais à des gens qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, parce qu'on s'adresse à des jeunes. Quand on dit des jeunes, s'ils vont voter, ils ont déjà au moins 18 ans. Il faut faire des dessins comme des bandes dessinées comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre, ou qu'on les tutoie automatiquement. Ça, c'est un truc qui m'a toujours énervé, parce que moi, quand j'avais 18 ans et que je recevais des courriers comme ça et qu'on me tutoyait, je me dis, pourquoi il se permet de me tutoyer ? Et donc, je pense qu'on soit un jeune électeur ou pas, les thématiques peuvent peut-être changer, il y a peut-être un style un peu plus fluide dans la manière de s'adresser, mais je crois qu'il faut quand même rester sérieux, c'est une marque de respect à mon sens. Qu'est-ce que vous en pensez, Yuna ? Vous n'avez pas 18 ans, vous n'allez pas voter le 26 mai en fait. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas ? Moi, j'ai un peu du mal. Enfin là, j'avoue que je connaissais pas, je connaissais pas l'existence de ce site. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir dissocier en fait les électeurs à qui on s'adresse, mais peut-être pas de cette manière-là. Est-ce qu'on parlerait de légalisation du cannabis à des 50 et plus ? Je pense pas. Est-ce qu'on ferait des petites bandes dessinées ? Je pense pas non plus. Donc je crois que en voulant toucher un public cible, il faut pas non plus généraliser et rentrer directement dans des caricatures et des stéréotypes. Après, je pense que c'est un bon moyen aussi de rattacher les jeunes à la politique parce que ça se voit, les jeunes sont de moins en moins intéressés à la politique. Donc si c'est le moyen, la bonne idée pour les rattacher, pourquoi pas. Vous n'êtes pas intéressé par la politique, vous, Yuna ? Moi, oui, mais je ne représente pas tout le monde. Donc je ne peux parler qu'en mon nom. Mais, voilà. Et vous ferez de la politique un jour ? C'est ça ma question. Non. C'est ça justement ma question. De quel parti êtes-vous la plus proche ? Vous avez fait, vous savez, il y a des petits tests dans Et alors ? Non, elle n'est pas obligée de le dire. Elle n'est pas obligée de le dire. Est-ce que ça vous a, est-ce que vous trouvez que ce test, ça vous donne une image qui correspond à ce que vous pensiez de vos opinions politiques ? Oui, moi, après, je vais juste préciser, moi, je suis apartisante, dans le sens où, du coup, justement, je fais la pub d'aucun parti. Après, politique. Mais vous ne vous engagerez jamais, c'est ça que ça veut dire ? Non. Jamais ? Non. Politique. Ça, franchement. Vous êtes trop jeune. Après, vous allez regretter. Ils vont vous ressortir des images. Ça va être terrible. Ça va être terrible. Pourtant, vous aviez dit que. Donc, soyez prudents. Politique, je le suis forcément parce que je porte un message politique. Je suis militante, donc politique, je le suis. Après, c'est ça qui fait la force du mouvement aussi, c'est qu'on fait la pub d'aucun parti. Après, forcément, il y en a qui vont en tirer plus que d'autres parce qu'on porte des idées qui sont dans des programmes depuis plus longtemps ou moins longtemps de certains partis. Mais c'est notre force aussi, c'est de pouvoir dire qu'en fait, on peut être récupéré par personne parce que ça reste un mouvement citoyen et donc qui représente les idéologies de tous les mouvements. Et alors, sur la question de est-ce que je veux faire de la politique ou pas, là, j'en suis à la réponse que non. Peut-être que ça changera d'ici plusieurs années. Je vais nuancer parce que voilà. On ne sait jamais. Il ne faut jamais insulter l'avenir, Yuna. En tout cas, pour l'instant, je ne me vois pas rejoindre un parti
parce que pour l'instant je les critique, donc il faut que je reste cohérente aussi. Je peux pas. C'est très cohérent. Voilà, je peux pas les rejoindre en les critiquant. Donc. Je vous propose de passer aux têtes d'affiche à présent. Je vous propose une galerie de portraits de gens qui ont fait l'actualité. Vous en choisissez un ou une et vous commentez en bien ou en mal. On commence par vous, Georges-Louis Baucher. Je vous propose le constitutionnaliste Francis Delperré, député sorti de la liste CDH. Loris Lightfoot, la nouvelle maire de Chicago, noire, femme et lesbienne. Siam Adioui, échevine écolo de Scarbeck, poursuivie pour une quenelle de jeunesse. Ou l'animatrice de l'RTBF, Sarah de Padua, qui lance sa ligne de vêtements pour enfants. Alors, qui choisissez-vous? Francis, Loris, Siam ou Sarah? En bien ou en mal, hein? Je serais porté sur les c'est très... Oui, c'est ça. Non, mais j'aurais quelque chose à dire sur chaque... Non, mais il faut en choisir un. Enfin, je suis sûr que vous avez des choses à dire sur tout le monde, mais ici, il faut en choisir un ou une. Écoutez, je vais prendre... Désolé d'être politique, mais je vais prendre Francis Delperré parce que je suis juriste comme lui, j'étais assistant en droit constitutionnel, donc voilà, j'aurais pu prendre un... Vous êtes triste qu'il ne se représente pas? Non, mais je trouve que ça permet de dire, parce qu'en politique, il peut y avoir des combats qui sont très durs entre les individus, entre les personnes, mais bon, il faut aussi garder un respect justement de ces personnes en dehors des idées et des projets qui sont portés. Donc c'est une façon de lui rendre hommage, même si un regret, je pense, mais je ne suis pas CDH, donc je n'ai pas à m'exprimer par rapport à son parti. Je crois qu'il y avait peut-être des façons plus élégantes. Non, mais à mon avis, je ne m'exprime pas au nom du CDH, mais je pense qu'il y avait peut-être des façons plus élégantes de quitter sa formation politique. Ça montre aussi, et ça fait écho à ce qui vient d'être dit. Tout à l'heure, vous y disiez, je les critique, donc je ne vois pas pourquoi je serais dedans. Moi, vous savez, je peux avoir un esprit critique sur une série de propositions et de comportements de ma formation politique, mais à un moment donné, voilà, on forme un groupe, on a tous des idées divergentes. Par exemple, je supporte l'allocation universelle, c'est pas du tout le cas. C'est pas dans le programme. C'est pas du tout dans le programme. Bon, ça serait même plutôt un non pour le moment. Mais voilà, à un moment donné, c'est aussi par la force du groupe qu'on arrive à faire passer des idées, parce que la machine fait en sorte, le groupe fait en sorte qu'on est plus fort. Ici, sur le plateau. Mais je ne cherchais pas à la recruter. Non, mais quand même. Mais simplement à dire salut Francis. Alors, voilà, tout simplement. Plutôt du principe que... pour moi, on ne peut pas construire une maison sur une base qui s'effondre. Et donc, j'ai pas envie de rejoindre, pour le moment, des fondements qui sont en train de s'effondrer. Donc, c'est plutôt un nouveau parti, en fait. Je pense qu'en tant que citoyenne, on pourrait démonter cette base qui est en train de s'effondrer, en construire une nouvelle, et à partir de là, commencer à construire quelque chose. Et donc, c'est dans l'idéologie dans laquelle je suis pour le moment, c'est de me dire... Pour le moment, ça ne m'intéresse pas de rejoindre la politique parce que je n'ai pas l'impression que je puisse vraiment construire quelque chose dans la situation actuelle. Alors, pourquoi pas, si dans 15 ans, il y a une nouvelle base qui se met en place, là, je ne dirais pas non. Mais ce n'est pas mon idée pour le moment. Vous allez quand même devoir choisir parmi les 4 portraits que je vous propose. Tout d'abord, Alec Mention, le chanteur de C'est l'amour qui abandonne la politique après 48 heures. Georges Clooney qui boycotte les palaces appartenant au Brunei et qui pourchasse les gays. Et Ekrem İmamoğlu, le candidat maire d'Istanbul qui a battu les troupes d'Erdogan, ou Laetitia Brognier, la députée wallonne et maire qui fait avancer la condition des maires au Parlement. Juste pour vous dire de quoi il s'agit, elle était venue avec son enfant, un bébé, je crois, et au Parlement, et là, les fonctionnaires ne voulaient pas qu'elle reste dans une salle qui était interdite aux non-parlementaires, mais apparemment, elle a gagné son combat parce que la règle va changer. Alors, qui choisissez-vous? Alec, Georges, Ekrem ou Laetitia? Du coup, je vais prendre Georges Clooney. Oui. Mais en fait, je ne savais pas que l'initiative était partie de lui. Donc moi, en fait, l'appel au boycott de Brunei, je l'ai vu passer toute la semaine sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas que ça venait de lui, donc autant pour moi. Du coup, oui. Et donc, moi, c'était un peu ma petite lueur, je veux dire, de la semaine, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui se révoltent, qui arrivent à faire passer un message et qui entraînent le plus de personnes possible. Parce que moi, cette photo qui recite en fait tous les hôtels qui lui appartiennent et qui explique pourquoi est-ce qu'on doit boycotter, je l'ai vu passer vraiment, je crois, une quinzaine de fois en quelques jours, ce qui est pas rien. Et donc, ça prouve de nouveau on s'éloigne du climat, mais ça prouve de nouveau un changement, je pense, de conscience, un changement de mentalité de plus en plus. Et ça prouve aussi que les citoyens arrivent à se lever et à dire non et n'acceptent plus toutes sortes de situations qu'on aurait peut-être acceptées il y a plusieurs années. Et donc moi, c'est quelque chose cette semaine qui m'a fait sourire et puis en même temps pleurer parce que finalement, je me dis on en est encore là. Mais oui, c'est vraiment un mouvement qui m'a touchée cette semaine.
Alors, on va parler d'événements encore tristes pendant la semaine. C'était cette semaine qui était placée sous signe d'accident mortel impliquant des piétons à Kuckelberg, à Krenem. Les idées fusent pour résoudre cette problématique, mais rien n'a encore été vraiment fait. Restent les sanctions. Et c'était journée flash pendant la semaine, mercredi. Reportage Valérie Leclerc et Manon Hugui. Avenue du Parc Royal à Laken, une patrouille de police de la zone Bruxelles-Capitale XL procède à des contrôles de vitesse. Le radar est bien caché. La plupart des automobilistes ne l'ont pas vu. Non. Né. J'ai été prévenu par les conducteurs d'en face. Ah d'accord. Mais je connais l'endroit, donc je me doutais qu'il y avait un radar là. Surtout que c'est la journée des radars. Donc, Voilà, c'est le speed marathon. Vous en pensez quoi, vous, en tant que conducteur? c'est très bien. Plus il y en a, mieux c'est. Le dispositif est classique. Il s'inscrit aujourd'hui dans une vaste opération de contrôle de vitesse, le speed marathon. Nous allons dans des endroits qui sont toujours potentiellement accidentogènes. Nous plaçons le radar à une centaine de mètres de notre endroit d'interception. Et dès que notre collègue nous donne son top, il nous donne la plaque, la marque du véhicule, nous interceptons le véhicule. Le collègue, c'est ce policier en embuscade équipé d'un radar et d'un ordinateur qui lui indique immédiatement la vitesse des véhicules qui passent. Ici, on a déjà flashé 17 véhicules, dont un qui a été flashé à 96 km/h, qui a été intercepté par l'équipe motard, et il y a eu un retrait de permis immédiat sur place. Retrait de permis, c'est à partir de quelle vitesse? À partir de 87, étant donné qu'on est dans une agglomération et que la vitesse est limitée à 50 km/h. Un véhicule est flashé, il dépasse la vitesse autorisée, il va être intercepté. Vous pouvez intercepter la Volvo grise. Oui, tu peux me donner l'heure à la vitesse? Alors, pour l'heure, c'est 10h17 minutes, 10h17, et la vitesse est de 87 km/h. L'opération de contrôle se poursuit, cette fois c'est un motard qui s'est fait flasher. Je roulais à 68 km à l'heure. Une voiture qui venait dans l'autre direction m'a fait un appel de phare, mais je n'ai pas compris tout de suite. Le speed marathon, c'est un peu partout, dans tout le pays, jusque demain matin, 6h. Alors, Yuna Maret, il se fait que par le plus grand des hasards, vous avez été confronté à un accident impliquant justement une voiture et deux jeunes piétons. Vous pouvez expliquer en quelques Oui, c'était mercredi soir à Watermael-Beaufort, une voiture qui a fauché deux petites filles qui traversaient la rue à ce moment-là. Il pleuvait, il faisait mauvais à ce moment-là. Il pleuvait, il faisait mauvais, donc voilà, les conditions n'étaient pas optimales. N'empêche que c'était une zone, je pense que c'est une zone 50 là, je sais pas à quelle vitesse la voiture roulait, mais l'impact était assez impressionnant, donc ça devait être bien plus que 50. Il se fait que le soir même, au journal de la RTBF, il y avait justement un petit documentaire sur l'excès de vitesse. Et c'est là que je me suis posé la question de me dire, mais tiens, même moi, dans ma petite commune qui est censée être plus tranquille au niveau du trafic, il y a encore des accidents comme ça qui arrivent. Comment est-ce que c'est possible? Et je me suis posé la question aussi, est-ce que du coup, les structures piétonnaires sont adaptées et permettent vraiment qu'on puisse se balader dans la commune en toute sécurité? Et j'en suis venue à la réponse que non. Et bon, ben voilà, il y a eu cet accident qui est très regrettable et qui marque. Donc je pense que ce monsieur-là ne roulera plus jamais au-dessus de la vitesse autorisée. Après, est-ce qu'il faut qu'on passe tous par un accident pour respecter les limitations? J'espère pas. Mais voilà. Georges-Louis Boucher, qu'est-ce qu'il faut faire? Zone 30, plus de sanctions? Mais en fait, je trouve qu'on a un rapport qui est un peu particulier à la vitesse. C'est-à-dire qu'elle doit, et maintenant on a les moyens technologiques pour le faire, elle doit être adaptée selon les moments de la journée, l'évolution du trafic, les risques de dangerosité, c'est tout à fait faisable. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez des travaux sur l'autoroute et que vous êtes limité à 50 km/h quand il y a des ouvriers qui travaillent, c'est tout à fait légitime. Quand vous êtes en pleine nuit et qu'il y a parfois un radar en plein milieu alors qu'il n'y a pas de trafic du tout, on pourrait peut-être envisager de passer à 70 sur une zone comme celle-là. Et donc il faut beaucoup plus travailler sur les vitesses évolutives qui en plus, au-delà de la sécurité, pourrait également empêcher ou du moins diminuer les embouteillages. Par exemple, sur une autoroute, si vous savez qu'à un certain niveau, vous allez avoir un encombrement de voitures, eh bien, si vous demandez à chaque voiture de reculer la vitesse de 10 à 20 km/h, eh bien, l'arrivée plus tardive de certaines voitures va empêcher la formation d'un bouchon. C'est plutôt des problèmes en ville, de gens qui roulent trop vite en ville. Hein, En ville, de toute façon, il faut qu'il y ait des radars auprès de chacune des zones, des radars fixes, auprès de chacune des zones à dangerosité, c'est-à-dire
c'est-à-dire des écoles, des passages pour piétons. Alors on ne peut pas en mettre à chaque passage pour contrôler piétons, et sanctionner. mais malheureusement, c'est la seule chose qui fonctionne à l'heure actuelle. Et donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de radars, avec aussi des infrastructures routières mieux adaptées. Je prends un exemple pour les vélos. On le voit aux Pays-Bas. Il y a des zones, par exemple, pour des pistes cyclables qui sont totalement protégées. Il y a des barrières pour protéger les cyclistes. Ça donc commence à Bruxelles aussi. Ça commence également. Mais à Kuckelberg, ils les ont installés justement parce que suite à l'accident, ils les ont mises. Mais malheureusement, c'est suite à l'accident. Donc il faudrait être plus proactif en la matière. Oui, alors moi je voudrais d'abord rebondir sur ce que Georges-Louis Boucher disait tout à l'heure dans un autre débat. Il parlait de l'importance de varier les types de mobilité ou les moyens de transport. Et effectivement, je crois que c'est important parce que je pense que c'est en variant les moyens de transport qu'on se rend compte aussi de ce que c'est que d'être tantôt automobiliste, tantôt cycliste, tantôt piéton, enfin tantôt usager faible, tantôt usager fort pour caricaturer un petit peu les choses. Et je pense que, enfin moi je le vis personnellement, je suis cycliste au quotidien. Et je me rends compte que vraiment, il y a quand même encore un problème de beaucoup d'automobilistes dans leur rapport à la voiture et à la route, qui est qu'en fait, ils sont chez eux. Enfin, la route, c'est leur territoire. Et une chose qui me frappe, par exemple, c'est vraiment un de mes je dirais, de mes dadas en tant que cycliste, c'est le non-respect des sas pour cyclistes, qui est hyper important. Je veux dire, c'est vraiment le truc qui est hyper sécurisant quand on est cycliste, c'est de pouvoir remonter une file de voitures et se mettre devant les voitures et on sait qu'on aura la place et le temps pour démarrer sans être entre deux rétroviseurs, etc. Et ça n'est jamais respecté. Jamais. 9 fois sur 10, les automobilistes se garent dessus. Et ce qui me frappe le plus, c'est que les contrôles, quand il y a des policiers au carrefour, ils n'interviennent pas. C'est vraiment... Alors, ils ne disent rien, alors que c'est vraiment hyper important. Donc... Moi, ce que je me dis, c'est que, de toute façon, Scarbeck est passé en zone 30, ça n'a rien changé, il y a toujours autant d'accidents. Les radars, effectivement, c'est pas mal, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses. Mais est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on ne reviendrait pas à conscientiser les gens, peut-être à faire repasser des morceaux de code de temps en temps, tous les 10 ans, pour rappeler que quand on est dans un rond-point en sortant, on met son clignoteur, que pour rappeler que effectivement on ne se gare pas sur cette avancée. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus le temps avance, plus les gens oublient. Oui. Et au final, peut-être plus d'éducation ou de rappel serait peut-être plus facile, ou en tout cas plus efficace que taper 58 €, 113 € d'amende pour un léger dépassement, parce que je dis un petit peu pressé à ce moment-là. Dimanche, on commémorera les 25 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Mardi, le magazine M y était consacré. Sabine Ringelem y a présenté un extrait du documentaire réalisé par André Versailles qui s'appelle « Rwanda, un génocide en héritage ». Extrait, il s'agit d'un enfant du viol qui interroge sa mère. C'est très dur. Ni umunsi ukomeye kuri njye kuko nashaka kumenya amateka yanjye. Ni iki cyatumye ufata umwanzuro wo kujya kunderesha ahandi atari we wandeze kuva navuka? Ko nakubyaye nkiri muto ntabashije kukurera. Ntari bwageze igihe cy'uburumbuke ngo menye ngo ndatwara inda nte, nta n'amabere nanagiraga, mbana n'inda, ngeze igihe mvuga ngo ndakubyara. Nari mfite umubyeyi nasigaranye nawe, niwe naguhaye arakurera. Nuko mama buriya yari nka mama kandi ari mama wacu. Buriya nawe nta bantu yari yarasigaranye, nta n'abana yagiraga. Yarambwiye ati mume n'ubundi ntumushoboye. Sylvie Losberg, n'oublions jamais, c'est peut-être ça qu'il faudrait se dire à propos de ce génocide des Tutsis. N'oublions jamais, mais surtout agissons. Ça fait 25 ans et je vous signale qu'en Belgique, nous avons des génocidaires qui vivent sur le territoire belge sans être inquiétés et qui côtoient des victimes. Donc ce qu'on vient de voir ici, c'est une des dimensions de ce conflit qui est malheureusement une dimension assez généralisée, c'est le viol comme crime de guerre. Donc il faut une analyse et un travail sur l'analyse genrée du conflit. Il y a des propositions de loi qui existent, le travail reste à faire. Mais sur la traque des génocidaires, nous allons avoir bientôt un procès aux assises en Belgique qui n'est pas encore fixé, mais c'est depuis fin 2017 que la Chambre du Conseil a décidé qu'on allait poursuivre. Mais on a fait très très peu de procès. On n'extrade pas vers le Rwanda, alors que les procès s'y tiennent très bien. Je vais dire deux choses. Il y a un manque de volonté politique. Ce n'est pas une priorité chez nous. Et si on fait quelque chose, c'est à la demande des victimes. Ce n'est pas admissible.
Georges-Louis Boucher, est-ce que ces remarques de Sylvie Losberg, est-ce que vous sentez aussi une réticence côté des autorités pour aller plus loin? Alors là, il faut distinguer deux aspects. Il y a un aspect qui est celui qui est judiciaire et l'autre aspect qui est un aspect qui serait politique. Au niveau politique, on ne peut quand même pas reprocher à la Belgique de ne pas avoir fait une grande partie de son devoir. Je ne dis pas que tout a été fait, mais il y a quand même eu, par rapport à d'autres pays, effectivement, quand même une commission d'enquête. Il y a eu des excuses publiques d'un Premier ministre au nom de notre pays dans un délai qui peut paraître long, mais qui malheureusement dans ce genre de cas est assez raisonnable. Sur la poursuite des génocidaires. Et sur la poursuite des génocidaires, je rappelle quand même que nous avons toujours dans notre droit pénal des dispositions qui sont aussi plus extensive que dans d'autres régimes. On n'a plus la compétence universelle telle que Louis Michel l'avait défendue à l'époque. Elle a été réformée, mais elle demeure quand même opérationnelle sur certains aspects. Et donc, à ce niveau-là, ce sont les autorités judiciaires qui doivent aussi mener leur travail. Mais au niveau du gouvernement, il n'y a aucune difficulté à pouvoir avancer sur ces questions. C'est quand même injonction du parquet. Donc, le parquet, il dépend quand même du... Oui, mais le parquet peut effectivement recevoir une injonction positive de la part du ministre de la Justice, pas dans ce qu'il doit faire, sur ce quoi il doit enquêter. Oui. Donc il peut lui dire, le ministre de la Justice peut lui dire, enquêtez là-dessus, si vous avez des éléments, vous faites ce que vous devez juger. Mais il y a quand même, c'est quand même pas le ministre de la Justice qui peut diligenter lui-même des poursuites. Non, je suis d'accord, mais c'est une politique du parquet. Yuna Maret, est-ce que vous, c'est une cause qui vous intéresse, qui vous touche particulièrement? Eh bien, il se fait que je vais au Rwanda en juillet. Je vais y passer 3 semaines. Et donc, moi, le côté justicière m'intéresse pas tellement. C'est plutôt de me dire, en fait, moi, je vais rencontrer des gens là-bas qui vivent encore avec ces événements au-dessus de leur tête. Et donc, moi, c'est plutôt le côté humain. C'est de se dire que 25 ans après, il y a encore des répercussions. Il y a des familles qui vivent à côté d'autres familles et on sait que c'est le grand-père de machin qui a tué le papa. Et j'ai des connaissances qui ont déjà été au Rwanda l'année passée et m'ont dit c'est quelque chose qui se sent encore. C'est très tabou, on n'en parle pas énormément au Rwanda, mais c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Il y a encore ce poids sur les épaules de la population rwandaise. Donc oui, moi, au niveau justice, je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Je ne suis pas du tout assez légitime. Mais par rapport à ça, alors je vous invite par exemple, à aller lire le livre de Colette Braeckman, qui a fait un merveilleux livre sur justement le Rwanda, génocide et après. C'est un livre que j'ai lu et qui m'a énormément touchée et qui permet vraiment de bien comprendre et saisir l'ampleur des événements. On va passer à présent à nos coups de cœur. Et pour une fois, c'est moi qui vais commencer avec mon coup de cœur. Et ça va être facile, c'est en fait le livre d'une de nos expertes, Nadia Geers, qui a accompagné sa maman pour ses derniers instants dans L'après-midi sera courte, plaidoyer pour le droit à l'euthanasie aux éditions L'Harmattan. Elle narre cette expérience d'euthanasie vue de très très près. Et en même temps, elle explique que la loi est plutôt bien faite en Belgique et elle compare avec d'autres pays, mais ça n'enlève pas tous les questionnements. Est-on propriétaire de sa vie ou est-ce un don de Dieu? Est-ce que fatiguer de vivre, en fait, aujourd'hui ne suffit pas, il faut en plus souffrir? C'est ça qui m'a frappé dans le livre Nadia Geers, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on a envie de mourir en Belgique. Il faut vraiment souffrir. Oui, alors, bon, quelque part, heureusement qu'il ne suffise pas de dire une fois j'ai envie de mourir pour qu'une armada de médecins arrive avec leur grande piqûre. Je crois que personne ne veut ça, évidemment. Mais d'un autre côté, moi, ce qui m'a fort questionné, c'est le rapport à la souffrance, en fait. C'est le fait que la loi prévoit l'obligation de d'abord souffrir pour ensuite avoir le droit de ne plus souffrir. Et ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose là qui me paraît problématique quand on est par rapport à quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable. Donc, c'était le cas de maman, elle ne souffrait pas encore, mais elle n'avait pas envie de souffrir. Et je trouve que c'est parfaitement le droit de quelqu'un, elle avait 86 ans, de dire voilà, moi je sais que dans 6 mois je ne serai plus là, j'ai pas envie de vivre ces derniers 6 mois parce que je sais qu'ils seront moches et qu'ils seront douloureux. Et en fait, dans une interprétation, je dirais, littérale et restrictive de la loi, ça n'est pas possible. Il faut d'abord souffrir. C'est quand même, je trouve, assez interpellant. Alors, vous êtes venu aussi avec un autre livre, écrit par Charlotte Police. Oui. Ça s'appelle Euthanasie, mon ami. Oui, alors, on va évidemment croire que je suis devenue une passionnara de l'euthanasie. Ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, au contraire, j'avais pas tellement envie de lire des choses sur l'euthanasie. Et
puis il se fait que ce livre que j'ai écrit m'a donné l'occasion d'avoir ce que j'avais jamais eu dans mes livres précédents, des contacts avec des gens qui m'ont écrit en me disant moi aussi j'ai écrit un livre sur le sujet et qui m'ont proposé ou à qui j'ai proposé un échange de bons procédés, c'est-à-dire qu'on s'est échangé nos livres. Et donc ici cette Charlotte Paulis que je ne connaissais pas du tout, c'est une vieille dame de 93 ans qui a écrit un livre qui est merveilleux, qui est extrêmement touchant. Donc c'est vraiment le point de vue, et elle le définit elle-même comme ça dans le premier mail qu'elle m'a écrit, c'est le point de vue de la première concernée, c'est-à-dire de la dame qui un jour voudrait pouvoir bénéficier de l'euthanasie parce qu'elle sait ce que c'est que vieillir, elle sait ce que c'est que souffrir, et elle en fait un livre qui, j'ai envie de dire comme le mien, mais de manière très différente, se veut tout, mais sauf larmoyant. C'est-à-dire c'est un roman avec des beaux personnages, avec beaucoup de tendresse, beaucoup de finesse, beaucoup de psychologie, et aussi une analyse évidemment théorique sous-jacente de la question du droit de mourir dans la dignité. Alors on sort de l'euthanasie avec Aurore Pénois, qui va nous parler d'un livre aussi. Bon, voilà, mais c'est pas plus joyeux, soyons clairs. Petite page d'histoire pour ce week-end, ça se lit très très vite. Retour en 1974 avec la prise d'otage à Stockholm de plusieurs jours, c'est au mois d'août, celle qui a justement donné naissance au fameux syndrome de Stockholm. C'est assez intéressant parce que là, l'auteur, qui est un journaliste américain, en fait, a suivi de près toute la prise d'otage, tout le braquage, et est allé interviewer en fait à la fois les otages, les policiers, les psychanalystes, et aussi l'auteur. Donc voilà, c'est pas très joyeux pour le week-end, mais ça se lit très vite. Ça, après, il fera beau. Bon, c'était en 73 ou 74 parce que le livre s'appelle 73. Donc, ok. Karim Fadoul, vous voulez parler d'une journée sans voiture et vous en voulez une deuxième, vous? Non, c'est pas que j'en veux une deuxième, c'est que c'est une proposition de résolution qui est passée un petit peu inaperçue cette semaine et qui propose d'organiser une deuxième journée sans voiture. Alors on en parle systématiquement, de pouvoir organiser une deuxième journée sans voiture à Bruxelles. Ici, ça a été adopté, mais c'est une proposition qui a été vachement amendée. Et donc en fait, elle a sorti de conditions. Et la condition principale, c'est qu'on étudie la faisabilité de cette deuxième journée sans voiture, parce que ça coûte en termes de transport en commun, parce que forcément, si on ne peut pas prendre la voiture, il faut prendre les transports en commun, en termes d'organisation policière, d'organisation au travers des services publics. Pour le prochain ministre de la Mobilité. Le prochain, voire le suivant. Mais en tous les cas, on en a discuté et ça a été adopté. Encore un livre avec Sylvie Losberg. Oui, une aventure incroyable, celle de Adolfo Kaminski, qui était un jeune résistant de 17 ans en France pendant la guerre de 40 et qui était photographe. Il avait la science des colorants et il faisait des faux papiers pour toutes les personnes, et principalement les juifs. Et après, il a continué pendant 30 ans. Il a fait pour le FLN, il a fait pour... mais toujours bénévolement, pour les soldats américains qui ne voulaient pas aller au Vietnam, en Amérique du Sud, pour les Grecs, pour les Espagnols contre Salazar. Et c'est sa fille qui a recueilli, après tout un moment vraiment de silence là-dessus. Elle lui a demandé un jour de raconter, et il a commencé à lui raconter ça. Et c'est passionnant, parce qu'on revoit toute l'histoire, évidemment, aussi, depuis les années 40, à travers quelqu'un qui fait de la désobéissance civile, humaine, parce qu'il ne s'est jamais fait payer, et il l'a toujours fait pour des personnes qui voulaient échapper finalement à une dictature ou à un régime autoritaire, et c'est vraiment réjouissant, c'est jouissif. Je voudrais vous montrer un dessin d'un infographiste de la maison de BX1 qui commence à faire des caricatures. Là, il en a fait une sur Joël Milquet qui reste au bord du chemin des élections. Et on voit donc François Skepmans et Rudy Verwoerd qui sont partis pour la course. J'aime bien cet ordre-là. Oh, il l'a pas fait pour vous. Il l'a pas fait pour vous. Alors un dernier mot, Yona Maret, s'il faut faire quelque chose ce week-end, ce dimanche, une balade quelque part à Watermal-Boisfort, c'est là qu'il faut la faire. Il y a des chouettes parcs à Watermal-Boisfort, le bois de la Cambre. Oui, Georges-Louis Boucher conseille à Mons. Je vais inviter les Bruxellois à venir à Mons quand même, parce qu'ils le font moins souvent que l'inverse. Il y a une exposition donc demain à 11h, ce dimanche, de Paul Hotelet au Mundaneum, sur Paul Hotelet, puisque le Mundaneum, en fait, c'est l'ancêtre de Google. C'était cette volonté de Paul Hotelet de pouvoir réunir tous les savoirs du monde dans au même endroit. C'était à Bruxelles et maintenant c'est à Mons. Et voilà, le Mundaneum est à Mons et nous en sommes fiers. Merci, bonne semaine, bonnes vacances de Pâques à tous. On se retrouve après les vacances de Pâques. Bon week-end.